Bonjour à, bonjour à toutes. Dans ce chapitre, la notion qui nous intéresse, c'est la notion de loi de composition. On avait défini ce que c'est qu'une loi de composition. La loi de composition est définie sur un ensemble. Si je note cette loi de composition star, la loi de composition star est une application d'un ensemble, du produit cartésien d'un ensemble, dans cet ensemble-là. Ça prend deux éléments, un couple XY de cet ensemble-là. Ça associe un troisième élément de cet ensemble-là qu'on pourrait noter Z, qui est égal à E star E. Et comme exemple de loi de composition, nous pouvons prendre l'addition, la multiplication, la soustraction, la division. Il faut noter que ces opérations-là ne sont pas toujours des lois de composition sur certains ensembles. Par exemple, si je considère l'ensemble A qui contient 0, 1, alors l'addition n'est pas interne dans A. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas la définition. L'addition serait interne dans A, c'est seulement si quelle que soit l'addition de deux éléments que je considère dans A, la somme me donne un troisième élément qui est toujours dans A. Allons-y. Dans A, si je prends un élément, par exemple 0, je l'additionne avec 1. Ça me donne 1. Ok, pas de problème. 1 est toujours dans A. Mais je peux additionner 0 avec lui-même. 0 plus 0, ça me donne 0. Ok, pas de problème, c'est toujours dans A. Également, je peux additionner 1 avec lui-même. 1 plus 1 donne 2, or 2 n'est pas dans A. Pour cette raison-là, à cause de cette raison-là, on dira que A n'est pas stable pour l'addition. Ou bien une autre façon de dire ça, on peut dire que l'addition n'est pas une loi de composition interne dans A ou bien sur A. Ou encore, on peut dire que l'addition de deux éléments de A ne donne pas forcément un autre élément de A. L'addition ou bien la somme de deux éléments de A ne donne pas toujours un élément de A. On a vu, 1 plus 1 donne 2, or 2 n'est pas dans A. Maintenant, comme je vous l'avais dit, il est très facile de démontrer qu'un ensemble n'est pas stable pour une loi que de démontrer qu'un ensemble est stable pour une loi. Si je prends comme exemple l'ensemble B qui contient 0, 2, 4, 6, de façon générale 2n. Et donc, on comprend bien, on a donné B par extension, donc par compréhension, on comprend bien que B, c'est l'ensemble des entiers naturels pairs. Donc, je veux affirmer que l'ensemble B, muni de l'addition, l'ensemble B ainsi défini, muni de l'addition, est ce qu'on appelle un magma. Un magma, c'est un ensemble muni d'une loi de composition interne. Donc, si je dis que le couple B plus est un magma, ça signifie que l'addition est une loi de composition interne sur B. Ou encore que B est stable, ou encore que B est stable pour l'addition. Donc, soit je dis que B muni de l'addition est un magma, ou bien je dis que l'addition est une LCI sur B, ou bien que B est stable pour l'addition. Il y a différentes façons de dire ça. Maintenant, vous voyez ici, comme on affirme que B est stable pour l'addition, pour démontrer cette stabilité-là, on ne peut pas prendre des exemples pour démontrer ça. On peut prendre des exemples pour vérifier que ça a l'air d'être vrai. Mais pour confirmer ça de façon rigoureuse, on doit donner une preuve mathématique beaucoup plus solide. Par exemple, pour se donner des idées, une idée, je pourrais par exemple prendre deux éléments quelconques de B. Par exemple, si je prends 2 et 6, j'additionne, le résultat me donne 8. Il est clair que 8, il est toujours dans B. Mais ça ne signifie pas que B est stable pour l'addition. Maintenant, pour faire la démonstration, on va dire soit X et Y, deux éléments quelconques de B. Maintenant, on va à la ligne, on dit X appartient à B, ça signifie qu'il existe un cas appartenant à N tel que
x égale à 2k, parce que n'oubliez pas que 2 est pair, donc il peut s'écrire sous la forme de 2k avec k qui est un entier naturel. De même, y appartient à b, ça signifie qu'il existe un autre entier p, pas forcément le même que le premier entier k, un autre entier naturel p, tel que y égale à 2p. Maintenant, lorsqu'on additionne, ça fait x plus y n'est autre que 2k plus 2p, ce qui donne 2 facteurs de k plus p. Or, on l'avait déjà dit au commencement, ce qu'on a ici, c'est k plus p. Or, comme n est stable pour l'addition, ce qui fait que k plus p est toujours dans n. Ça signifie que, est toujours dans n, ça signifie qu'on peut trouver un troisième nombre dans n qu'on peut appeler L. Il existe L dans n, tel que le résultat k plus p soit égal à L. Donc, en d'autres termes, ceci revient à écrire que le nombre x plus y donne 2 facteurs de k plus p ou encore 2L, avec L qui est évidemment dans n. Et donc, comme on a pu écrire x plus y comme étant 2 fois un entier, et donc ça nous dit quoi sur x plus y? Eh bien, x plus y est pair. Est pair et donc appartient à b. Et donc, on a pu démontrer que l'addition de deux éléments quelconques de b, eh bien, on a trouvé que cette somme-là est toujours dans b. Et qu'est-ce qu'on donne comme conclusion? Eh bien, on conclut que b est stable pour l'addition. Si vous ne vouliez pas dire que b est stable pour l'addition, une autre personne pourrait dire par exemple, l'addition est une LCI sur B. Ou encore que B muni de l'addition est un magma. Ou encore que l'addition, la somme de deux éléments de B donne encore un autre élément de B. Il faut bien comprendre ce qu'on a dit. On a dit la somme de deux éléments de B donne encore un autre élément de B. Par exemple, si je prends un élément de B qui est 4, je l'additionne avec un deuxième élément de B qui est 12, ça me donne un troisième élément de B qui est 16. Donc, il faut bien comprendre lorsqu'on dit que la somme de deux éléments de B donne encore un autre élément de B. Et donc, voici comment est-ce qu'il faut faire la démonstration pour démontrer, par exemple, qu'un ensemble muni d'une loi de composition est un magma ou bien est stable pour la loi. Maintenant, s'il s'agit, en général, quand il s'agit de démontrer que ça n'est pas le cas, il suffit d'être bien vigilant pour trouver un exemple où ça ne marche pas, alors on conclut automatiquement que c'est pas un magma ou bien c'est pas une loi de composition interne sur l'ensemble. Mais alors que quand ça l'est vraiment, la démonstration est un peu rigoureuse. Et donc, il faudra procéder de façon analogue à cela. Par exemple, dans l'examen, je peux vous demander de démontrer que l'ensemble des antinaturels impairs munis de l'addition est un magma également. Ou encore, je peux vous demander, par exemple, si je considère comme C l'ensemble des entiers impairs, donc 1, 3, 5, 7, et donc de façon générale, 2n plus 1. Donc, je peux vous demander de démontrer que C muni de l'addition est un magma. Donc, vous allez procéder de la même façon. Vous allez écrire. N'oubliez pas, quand je dis que C muni de la loi de condition est un magma, de l'addition est un magma, ça signifie encore de dire que l'addition est une LCI sur C. Donc, vous allez procéder de la même façon, comme je l'avais fait ici. Vous allez dire soit X et Y appartenant à B. L'objectif est de démontrer que x plus y est toujours dans B, parce que vous démontrez la stabilité pour l'addition. Après, vous développez ce que ça signifie x appartient à C. Maintenant, sauf qu'ici, on aura 2k plus 1. Ici, on aura 2p plus 1. Après, on additionne. Il faut trouver à la fin quelque chose qui... en fait, je viens de le constater.
l'ensemble des entiers impairs n'est pas une loi de composition interne. Parce que vous allez bien constater avec la démonstration que si par exemple je prends 3 plus 7, ça me donne 10. C'est vrai que 3 était dans l'ensemble C, l'ensemble des entiers naturels impairs. De même pour 7, il est dans C. Alors que la somme qui donne 10 n'est pas dans C. Donc vous voyez avec cet exemple-là, bon, désolé pour cet exemple-là, on n'a pas besoin de faire de démonstration vraiment, étant donné qu'il suffit de trouver un contre-exemple. Donc ça ne marche pas pour cet exemple-là. Et donc on conclut que ça, ici, il faut corriger ça. En réalité, ce n'est pas un magma. Quand ça n'est pas, on trouve un exemple pour lequel ça ne marche pas. Mais quand ça l'est, il faut faire la démonstration avec des lignes en utilisant un raisonnement bien spécifique. Donc, on a parlé de quoi? Des lois de composition interne qu'on note LCI. On a parlé de leurs propriétés. Comme propriété, on a parlé d'éléments caractéristiques d'une LCI. On a parlé de ce qu'on appelle le neutre, par définition. Supposons qu'on a la loi, on va la noter de façon générale. Je vais la noter star, mais dans nos esprits, star peut-être soit l'addition, la multiplication en général. Donc, on va parler de neutre pour la loi star. N'oubliez pas que le neutre pour une loi, ça signifie que c'est un élément qu'on peut noter en général E, tel que, quel que soit X que l'on considère, X star E donne E, et X star, non, et E star X, si on change ça, ça va encore donner, désolé, ça donne X, X star E donne toujours X, et de même E star X, ça donne encore X. On a même pris l'exemple de l'addition. L'addition où le neutre est 0. Pour l'addition, le neutre est 0. Donc, ça signifie quoi? Quel que soit x. On a x plus 0 donne la même chose que 0 plus x, qui donne encore x. Pour la multiplication, le neutre c'est 1. Donc, ça signifie que quel que soit x, alors x fois 1 va donner la même chose que 1 fois x, qui donne encore 1. Après le neutre, on avait ce qu'on appelle le symétrique d'un élément pour la loi. Le symétrique d'un élément pour la loi. Maintenant, par exemple, on a un élément X. Quand est-ce qu'on dit que notre élément Y est le symétrique de X pour la loi star? Bon, c'est seulement si X star Y donne E et aussi Y star X donne E avec E qui est le neutre de la loi star, le neutre qu'on vient de définir, neutre de star. Donc, on a l'existence d'éléments neutres, l'existence de symétrie pour un élément. Après, on a les propriétés. Les propriétés qui nous intéressent, c'est l'associativité. Rappel de la définition de l'associativité. L'associativité signifie que dès qu'on parle d'associativité, on voit trois éléments. L'associativité de la loi star. Ça signifie que quel que soit x, y que je considère, si la loi est associative, alors quel que soit x, y que je considère, lorsque je fais la composition x star y star z, ainsi, ça va me donner la même chose que x star y star z. Ça, c'est pour l'associativité. Exemple, on sait que l'addition est associative, donc x plus y plus z est la même chose que x plus y plus z.
La même propriété pour la multiplication. X, bon, ici, comme j'utilise la lettre X, pour ne pas confondre ça avec le symbole de la multiplication, je vais de préférence prendre A. Donc, A plus B plus C donne la même chose que... Non, c'est pas plus, c'est la multiplication ici. Donc, c'est A multiplié par B multiplié par C donne la même chose que A multiplié par B multiplié par C. Et ceci, quel que soit ABC que je considère. Et ici, quel que soit XY que je considère. Bon, de toute façon, on est dans l'ensemble des réels. Il faut préciser ça. Exemple, toujours sur l'addition et la multiplication. Si je fais 3 plus 7 plus 8, considérez ainsi, ça va me donner la même chose que 3 plus 7 plus 8. Donc, les deux donnent 18. Et aussi, pour la multiplication, si je fais 3 fois 7 fois 10, associé ainsi, ça va me donner la même chose que 3 fois 7 fois 10, qui me donne 210 dans les deux cas. Donc, ça, c'est l'associativité. Après l'associativité comme propriété, on a la commutativité. Commutativité, on voit deux éléments. Commutativité d'une loi. Star, ça signifie que, quel que soit x, y que je considère, alors x star y égale à y star x. Exemple, on a l'addition qui est associative, qui est commutative. En réalité, l'addition et la multiplication sont commutatives. Donc, ça signifie que, quel que soit A, B que je considère, eh bien, A fois B, A multiplié par B, la même chose que B multiplié par A. Nous avons des exemples. 5 fois 6, la même chose que 6 fois 5, qui donne 30. Donc, cette propriété-là, on l'appelle commutativité. Et pour l'addition, quel que soit A, B que je considère, eh bien, A plus B donne la même chose que B plus A. Exemple, 5 plus 6 donne la même chose que 6 plus 5, qui est 11. Cette propriété-là, c'est commutativité de l'addition. Après, comme dernière propriété, on a ce qu'on appelle la distributivité. Quand est-ce qu'on dit qu'une loi, qu'une loi de conversion interne est distributive? Mais distributive, c'est relatif. Donc, dès qu'on parle de distributivité, cette fois-ci, on a deux lois. Donc, c'est la distributivité d'une loi d'une LCI, star par rapport à une autre qu'on peut noter dièse. Alors, on dira ceci, c'est celle-ci, quel que soit A, B, C, D que l'on considère, eh bien, on aura A star B dièse C. Ça va nous donner A dièse A star B, entre parenthèses, dièse A star C. Ça, c'est ce qu'on appelle distributivité à droite. Et aussi, si on avait B dièse C star A, ça allait nous donner B star A, entre parenthèses, dièse C star A. C'est ce qu'on appelle distributivité à gauche. Il y a une autre forme de distributivité que l'on a. Si on a, cette fois-ci, on devrait considérer un quatrième élément, d'où l'importance du quatrième élément C qu'on avait mentionné là-haut. Et donc, si on a A star B dièse C star D, eh bien, ça va nous donner, donc on pourrait appliquer ça en bloc. On pourrait par exemple, dans un premier temps, appliquer A star, composer A star B à C via la loi star. Et donc, ça allait nous donner, ça nous donne A dièse, non, A star B comme un bloc dièse, dièse C, le tout entre parenthèses,
star, le star qui est là, qui sépare C et D, star, A star B, dièse D. Ce qui nous donne, en développant définitivement, ce qui va nous donner A star C, A star C, dièse, non, ça va nous donner A dièse C, star. Parce que quand vous faites la distributivité, la loi qui est ici, c'est cette loi qui va être distribuée. Donc, ça va donner C dièse A. Après, ça donne C dièse B. Ces deux vont être séparés par star. Donc, c'est star qui devient à l'extérieur maintenant. Donc, star B, dans le même ordre, B est avant. Donc, ça fait B dièse C. Et puis, l'autre va donner star. L'autre va donner A dièse D. Star B dièse D. Exemple, on a la multiplication qui est distributive par rapport, ce symbole-là, c'est pour par rapport, pour simplifier, par rapport à l'addition. Donc, ça signifie quoi? Si on a A multiplié par B plus C, eh bien, ça donne A multiplié par B plus A multiplié par C. De même, si on a X plus Y multiplié par A, eh bien, ça donne A multiplié par X plus A multiplié par X, ou bien dans l'ordre qu'il faut considérer ça, X multiplié par A plus Y multiplié par A. C'est la distributivité de l'addition par rapport à la multiplication alors par rapport à l'addition. Et troisième cas, c'est A plus B facteur de C plus D. Ça donne A fois B plus. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va distribuer le bloc A plus B avec C, après le même bloc avec D. Donc, ça nous fait A plus B facteur de C plus le même A plus B facteur de D. Après, on applique la distributivité qu'on avait là, par exemple. Cette fois-ci, cette distributivité-là, distributivité est à gauche. Et donc, ça fait, avec celui-là, ça fait AC plus BC. Et celui-là, ça fait AD plus BD. Donc, c'est la propriété qu'on appelle distributivité. Maintenant, on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'utilisation de ces propriétés-là dans la résolution des équations.